On m'a posé des questions, puis c'est une question qui taraude finalement tout le monde. Comment ça marche? Fait le changement, la psychothérapie égale du changement. Comment ça marche? Comment on fait pour... Alors cette idée a resté un peu dans ma tête jusqu'à ce soir où je vais essayer d'amener la réponse. Il y en a certainement plusieurs manières d'aborder un sujet, mais j'en ai pris un qui m'est à cœur, voilà, et que je retrouve tout le temps quelles que soient les configurations psychologiques, les types de personnalités, etc. Il y a une constante, et donc je vais partager avec vous un secret de fabrication. En somme, c'est comme une recette un petit peu. Voilà, donc j'espère que cela va vous convenir et qu'on va pouvoir comprendre mieux ce qui se passe, mieux ce qu'on peut faire. J'ai prévu que vous puissiez poser des questions, c'est-à-dire la conférence va surtout se prêter à un débat pour qu'on puisse faire des réponses. Donc, il y aura des feuilles de papier plutôt pour noter vos questions, comme ça je peux les trier un peu et les traiter. Hein, il faut dire qu'à l'oral, des fois les questions s'envolent, et là ça permet de rester plus concis et en même temps de pouvoir répondre à un maximum de personnes. Voilà le schéma donc, que j'ai fait, sur lequel toute la conférence va se faire. Ça tient en pas beaucoup. Ça parle des mémoires. En fait, nous avons tous une mémoire autobiographique et qui est absolument fondamentale. On en connaît certains aspects, mais cette mémoire est toujours à l'œuvre dans notre cerveau. Elle gère ma personnalité. Si par hasard je perdais ma mémoire autobiographique, je ne me reconnaîtrais pas dans le miroir et je ne saurais pas de qui il s'agit, etc. Nous n'avons tous une existence que parce que nous avons des mémoires. Si je perds la mémoire complètement d'une personne, même d'un proche, à cause de certaines pathologies, cette personne n'existe plus pour moi. Hein, les autres, si vous voulez, le monde n'existe que parce que j'ai une mémoire. Alors, cette mémoire, elle joue dès le moment présent. Ça ne peut pas être là-haut, j'ai mis réalité actuelle. Immédiatement, le cerveau enregistre ce qui se passe et me présente une information, la redécode comme étant le présent, quoi, le ici et maintenant. Mais cette même image va pouvoir s'installer, plus ou moins, voyager et peut-être plus tard rester en mémoire autobiographique plus profonde et jouer certains rôles. On verra que c'est important puisque la psychothérapie ou le changement va devoir s'exercer dans ces mémoires. On va procéder, en fait, ça tourne dans le sens aiguille d'une montre, en partant de visuel. J'ai mis images et films. C'est ce qu'on a dans la tête, des images et des films. Alors, on a dans la tête souvent déjà la notion de réalité actuelle, ou bien le passé. Mais quand je suis confronté à la réalité, ça déclenche des sensations, comme moi, de plaisir d'être avec vous et d'être soutenu. Une situation donnée déclenche des réactions de plaisir, habituellement, et si je généralise, ça peut être du plaisir ou du déplaisir. Mais il n'y a pas que le rêve. Un rêve me produit des effets, bien sûr, des fantasmes. Je peux avoir des fantasmes qui me procurent du plaisir. Après, ça va, certains qui me font peur, qui peuvent m'inquiéter. Voilà. Et puis, les souvenirs. Alors, dans les souvenirs, il y a tous nos souvenirs gentils, quoi. Mais quand on construit
une biographie, une histoire de soi, basée sur un certain nombre de faits qui ont survenu dans notre vie, on rencontre assez souvent des traumas. Je peux être traumatisé pour des tas de choses, parce que j'ai un père qui gueule, par exemple, c'est banal. Mais des fois, ça laisse beaucoup de séquelles. On peut trouver comme ça une personne qui a en elle une agitation, c'est-à-dire qu'elle est faite un peu d'un tsunami ou d'un volcan parfois. Ça laisse donc des traces très fortes à l'intérieur de soi-même. Et donc c'est... Bonsoir. J'aurais dû faire une grande introduction. C'est pas qu'il y en ait qui arrivent. Voilà. Donc je disais que dans les souvenirs, il y avait des traumatismes. Traumatisme, c'est quelque chose de banal, mais d'effroyable quand même. Nous en avons à peu près tous. Donc quand on nous dit « Oh, moi j'ai une vie, une enfance tout à fait normale », il n'y a rien de normal dans une vie familiale. Rien. Déjà, on est dans une culture donnée. Elle a conçu, elle a imaginé une famille d'un certain type en donnant des rôles, du pouvoir aux uns et pas aux autres, etc. Et pour un enfant, il faut s'adapter à tout ça, c'est pas évident. Les parents eux-mêmes ont eu des vécus antérieurs quand ils étaient petits et ils tendent naturellement à la répétition. C'est pour ça qu'on fait des psychothérapies, beaucoup de gens viennent uniquement pour ça, pour me dire moi j'ai pas envie de transmettre à mes enfants ce que j'ai reçu. C'est un motif dans la demande. C'est dire que ces souvenirs, quand ils sont conscients, c'est déjà une chose, mais ils ne le sont pas toujours. On reviendra là-dessus. Donc nous avons tous plus ou moins des traumatismes. Des fois on a statistiquement on a des chances quand même d'avoir une série de traumatismes. Parce que, comme je veux dire, rien ne va vraiment très bien. Surtout quand on lit les statistiques de la santé, on nous dit qu'au Maroc, 50% de la population souffre de troubles psychiatriques. Alors, troubles psychiatriques, ça veut dire des bonnes névroses, des psychoses, etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis plus ou moins incapable, dans une communication, d'interagir positivement et avec la tolérance. Je ne comprends pas les besoins de l'autre, je ne sais pas répondre, et mon mode d'expression, éventuellement, est négatif. Voilà, je suis névrosé, j'ai des problèmes. Alors, un parent sur deux, vous voyez, quand on est gamin, on a déjà des chances de toucher le gros lot, des fois deux. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. En fait, tous, on va devoir faire avec ce parcours plus ou moins marqué. Il y a des manques fondamentaux, des mots d'amour, des regards qui n'ont pas eu lieu, des émotions qui n'ont pas été perçues et donc qui nous laissent, ça nous laisse dans le monde. Par exemple, si j'ai manqué d'amour, je risque d'avoir une personnalité qui doute assez souvent d'elle-même, qui est dans la demande d'amour, donc qui se plie en quatre pour satisfaire les besoins des autres, qui oublie complètement de se faire respecter. Par exemple, dans le but d'obtenir une espèce de réparation par les autres, parce que je projette sur les autres. Voilà, si un personnage m'a beaucoup manqué, je vais attendre de la vie qu'elle me répare. Alors, on répare beaucoup dans les couples, dans les histoires d'amour aussi, on demande beaucoup à nos partenaires d'incarner nos manques, finalement. C'est pour ça aussi que ça peut compliquer parfois les choses. Voilà ce que des gens peuvent dire sur l'histoire des souvenirs. Alors, chacun, quand il se présente, s'accompagne en général de certaines sensations. La pensée verbale automatique, elle est parfois fortement mise de côté, mais quelquefois on en est conscient néanmoins, j'y reviendrai, puis ça déclenche des réactions émotionnelles. Alors vous savez, les émotions les plus importantes, joie, tristesse, peur, colère. Moi, dans ma pratique, j'appelle ça le JTPC,
quelques personnes qui peuvent pratiquer le TPC, la joie, on peut dire d'un côté, et tristesse, peur, colère de l'autre. Dans la vie, on devrait tous avoir un certain degré de joie. On peut traduire ça après, bonheur, confiance en soi, optimisme. Cette joie, si vous voulez, elle est nécessaire par exemple dans les apprentissages. Pourquoi? Parce que quand j'ai des émotions, je n'ai pas de joie, j'ai des émotions plutôt négatives. Donc je suis sensible à la tristesse, la peur ou la colère. Et quand la tristesse, la peur ou la colère se manifestent, le cerveau, comme une éponge qu'on tord, il se serre, ça ne diffuse pas bien les neuromédiateurs et les apprentissages sont compromis. Le champ visuel se rétrécit, on est occupé par quelque chose qui se passe en soi, on ne perçoit pas tout, on a certains trucs, on apprend mal, on apprend bien, par exemple, quand on est heureux d'aller dans une classe, dans une école, quelque part, rencontrer une personne, un apprenant qui nous plaît. Alors c'est le bonheur, et si c'est le bonheur, on va super bien apprendre. Pourquoi? La joie participe pleinement des processus d'apprentissage. Donc, j'ai des sensations visuelles, des sensations et une réaction émotionnelle. Souvent, un ensemble d'émotions. Comme une petite phrase composée de peur, tristesse, de colère, quand c'est le plus négatif, ou de joie, quand tout va bien. La tristesse, d'ailleurs, bascule, on dit joie ou tristesse. Non? La joie s'abaisse, la tristesse augmente aussitôt. Alors, notre machine à imaginer, des fois on est beaucoup dans notre rêverie, dans notre imaginaire. Notre imaginaire déclenche aussi des séquences comme cela. Alors, finalement, en psychothérapie, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de réactiver cette mémoire. Les mémoires, j'ai mis au pluriel parce que je suppose qu'il y en a un certain nombre dans notre cerveau, et non pas qu'une seule, même si on peut généraliser. Donc l'activation, si vous voulez, va se faire dans les 4 zones pratiquement simultanément. Donc on va avoir un film par exemple, peu importe, ou un rêve déclenche des sensations, et souvent on peut entendre parfois dans les rêves quelques bribes de cette pensée automatique, une phrase, quelques mots. Je pense, chaque fois que je pense à la pensée verbale, automatique, vous savez ces petites voix qui vous disent « t'aurais pas dû, écoute-le pas, ça va mal se passer, non, t'as trop de bonheur, donc tu vas avoir un malheur ». Vous savez, c'est souvent la poisse, ça fait partie de nos croyances, ces pensées automatiques. C'est important de les capter, parfois de les écrire et de les communiquer, parce que quand on les met à poil, ça va beaucoup mieux. Mais quand on les garde dans le secret de soi, elles agissent terriblement. Quand on a eu des traumatismes importants dans notre vie, eh bien il arrive que des pans entiers de cette mémoire autobiographique se détachent, deviennent autonomes. Alors, si ça se détache et que ça devient autonome, ça va se traduire chez moi jusqu'à la sensation d'une hallucination. C'est-à-dire, j'entends une voix qui n'est plus une voix vraiment à l'intérieur de moi, mais comme à l'extérieur de moi. La voix que j'entends, elle peut me raconter des méchancetés, mais elle peut aller jusqu'à suggérer des actions. Fous-toi en l'air, jette-toi de l'immeuble. Ben, il y en a qui l'entendent. Voilà, ça se coupe. Mais ça marche comme ça dans notre cerveau. Alors, soit c'est en voix off, ça gêne pas trop, puis des fois, ça prend beaucoup de place. Il y avait un film là-dessus, de Marjane Satrapi, qui s'appelle The Voice. The Voices. C'est une histoire tragique d'un garçon, Jerry, qui a, comme ça, écopé de traumatismes importants. Et puis peut-être d'une hérédité, ça on ne sait pas, le film est assez bien fait.
du point de vue psychiatrique. Il veut être à la fois dramatique et comique. Hein. Il se permet, tout en parlant d'un drame épouvantable, d'amener beaucoup d'humour. Voilà. Si vous voulez comprendre comment marche cette zone automatique, c'est très bien fait, hein. C'est très bien raconté. Voilà. Alors avec des injonctions de choses à faire ou à ne pas faire. On peut penser à la criminalité, bien sûr, quand cette partie déjà de pensée verbale est détachée. Mais d'autres peuvent se détacher, même la partie visuelle. Parce que quand celle-là s'active, elle se met en relation, hein, mais tous les points là se mettent en interaction les uns les autres. Hein, donc quand j'ai une pensée comme ça détachée, elle peut également s'agrémenter d'un film, d'une imagerie. Ce petit monde fait partie de notre carte du monde, là, avec une partie donc plus ou moins automatisée. Elle se repère avec des processus qu'on appelle les généralisations, les omissions, les distorsions. C'est une pensée tout à fait banale. C'est la pensée courante, c'est celle qu'on apprend à l'école. C'est normal qu'on l'ait dans le cerveau. Mais elle est extrêmement dangereuse, cette pensée. Elle est autiste, on fait des déformations. On dit une chose approximative et on va croire à les choses éventuellement fausses. Donc ces fausses pensées interagissent avec mes visuels, mes images. Éventuellement, je vais déformer un récit autobiographique peut être transformé. Donc une personne nous raconte une histoire qui est fausse, mais elle a l'impression profonde de réalité. Elle, c'est moi, ça peut être vous, ça peut être n'importe qui. Mais ça va très loin. Donc une personne s'imagine, par exemple une personne un peu narcissique, si elle vit une situation où elle n'est pas au centre du monde, il y a de fortes chances que dans son récit, elle se retrouve à la position centrale, le héros principal par exemple. Elle croit que c'est son histoire, alors que ça ne l'est pas forcément. Voilà ce qui se passe dans des cas comme ça où il y a des déformations qui se font dans cette pensée verbale et ça va influencer également le fil. Bon, je ne sais pas si vous avez besoin d'un exemple. Je peux donner un petit exemple si ça va parler trop longtemps parce que je veux du temps pour débattre. Mais un petit exemple, par exemple. Là. Un moniteur de ski avec un petit groupe est pris dans une avalanche. Petite avalanche de printemps, mais quand même, bon. Les skieurs se trouvent presque tous engloutis jusqu'au cou, dont lui. Et puis, un a disparu complètement, et un autre était sur le côté de l'avalanche, donc il n'a pas été aussi emporté, aussi enseveli, et donc il s'est dépêché d'aller déterrer, déneiger les personnes qui étaient prises. Et notamment, il a déterré celui qui était invisible. Donc il l'a secoué, il était tout bleu, il l'a sorti de là, voilà. Mais 2-3 ans après, les mêmes personnes se retrouvent autour d'une table et discutent. Eh bien, le moniteur de ski était persuadé que c'était lui qui était intervenu, qui avait sauvé la vie à l'autre, etc. Et ça, devant l'autre personne qui avait accompli ça, vous voyez. Alors là, le moniteur de ski avait ce qu'on appelle une dissonance cognitive, parce que quelque chose clochait. Voilà, c'est pour vous dire, voyez, un souvenir peut être passablement déformé. Bon, ça ne veut pas dire que tous les souvenirs sont déformés. Quand on travaille en psychothérapie, ils ne sont pas toujours comment dirais-je, revus. C'est des aspects de la personnalité qui peuvent modifier comme ça les souvenirs. Voilà, émotion, j'ai mis émotion et conditionnement. La plupart de nos émotions sont
conditionnel, c'est-à-dire nous avons appris à éprouver de la joie, de la colère, etc., en fonction des différentes situations que la vie nous a offertes, en direct, mais aussi par le biais des instructions, des apprentissages. Alors, si on doit par exemple sortir d'une phobie, par exemple, nous avons appris à faire un mauvais apprentissage d'une peur inappropriée. Et donc, il va falloir travailler à déconditionner. On peut déconditionner de telle sorte que le même stimulus ne produise pas la phobie, par exemple. Donc voilà ce qu'il y en est pour les émotions. Lorsque nous faisons de la psychothérapie, que nous travaillons, alors moi je tiens à dire que l'approche que j'ai là ressemble un peu à des thérapies cognitivo-comportementales, un peu, mais je fais grand cas de la biographie, c'est-à-dire c'est pas de la psychanalyse puisque j'ai pas besoin d'interpréter, de dire c'est votre complexe d'Oedipe, c'est votre machin refoulé qui a produit ceci ou cela. On examine simplement les faits historiques, les réactions émotionnelles que ça engendrait, les croyances qui se sont mises en place, les petites phrases qui sont débitées dans la tête, et on va pouvoir comprendre ce qui se passe et chercher un chemin, il va jaillir pour en sortir. La psychothérapie va nous permettre de mettre en mots ce qui se passe dans les différents cadrans. Donc on va retrouver des scènes, hein, éventuellement, on va pouvoir retrouver comment elles sont vécues, bien sûr, en termes de plaisir, déplaisir, les pensées ou la pensée automatique qui l'accompagne, et également, bien entendu, les émotions. Et comment on y va dans les souvenirs? Bien, on y va par les émotions. Quand vous vivez une émotion particulière, une joie, quelqu'un vous téléphone, ça vous fait immensément plaisir, je pourrais très bien vous dire, bah, c'est une joie comme ça, tu en as déjà ressenti dans ta vie? Bah, certainement, vous allez me dire, bah, oui. Par exemple, bah, hop, on peut raconter. Et donc, chaque émotion, c'est quelque chose d'assez récurrent, mais elle permet de garder le lien avec les souvenirs et de remonter dans les souvenirs. Donc c'est la raison pour laquelle je travaille beaucoup sur les émotions, qu'on regroupe avec la biographie. C'est-à-dire que si je vais chercher très loin dans mes souvenirs, à partir d'une émotion donnée, je vais chercher, je dirais mes traumas, s'il y en a, mes souvenirs douloureux, etc., eh bien, je vais remonter le temps à l'époque où ça n'a plus d'importance. Pourquoi on remonte quand on est petit, quand c'est possible? Eh bien, parce que la personnalité est le résultat d'une construction. Et elle s'est construite quand on était tout petit. Classiquement, on dit 0 à 6. 0 à 6 ans. Mais, bien sûr, toutes nos expériences vont s'accumuler, mais il y a une espèce de tronc qui est constitué. Il y a des branches qui vont se mettre en place plus tard, mais il y a des bases qui sont très précoces, même ce que j'ai vécu entre 0 et 2 ans. Ça a de l'importance sur mon mode de fonctionnement, ma confiance à l'égard de la vie, par exemple l'attachement, quelque chose de très important, la façon dont, par exemple, une maman tient un bébé ou ne sait pas bien le tenir, ça change beaucoup de choses pour le bébé dans son système émotionnel. Donc ça va rester sous certaines formes. Évidemment, ce n'est pas des mots dits, mais ce n'est pas évident. Voilà, donc ce qui se passe quand je suis bébé, même ce qui se passe pendant la vie fœtale, le climat qu'il y avait à ce moment-là, tout va rentrer dans l'histoire. Voilà, alors il y a des souvenirs qu'on pourra remonter comme des souvenirs directs de la personne, ou des ambiances, des impressions. Mais il faut savoir que, par exemple, la confiance en soi peut être altérée parce que le vécu précoce a été insatisfaisant du point de vue du réconfort qu'une mère peut apporter à son enfant. Un enfant, il naît, il a beaucoup d'angoisse, spontanément. D'ailleurs, un bébé, c'est de la nourriture à la limite. Si
s'il n'était pas protégé, c'est de la nourriture pour les animaux, pour n'importe. Hein. Donc le bébé, il a un instinct. Moi, j'ai toujours été étonné, j'ai souvent pris cet exemple, et qu'on ne réécoute pas. Voilà, il a besoin d'être enveloppé, caressé, réconforté, etc., pour construire une confiance en soi, une solidité. Si on a des troubles comme ça, c'est dur après. Des tas de situations dans la vie vont nous faire peur. Et ça se répète comme ça. Voilà. Ça se répète beaucoup. Alors donc, en psychothérapie, comme je vous ai dit, bien repérer, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à activer des mémoires, ou la mémoire autobiographique de la personne. On peut partir du présent avec des expériences émotionnelles et qui vont permettre donc d'entrer dans les images maintenant et qu'on mettra dans les relations avec les images d'hier, d'il y a très longtemps, etc. Et dans la parole avec le psy, la dimension émotionnelle, cette mémoire autobiographique va se confronter au psychologue. Là, il y a quelque chose de très important qui se passe. Si le psychologue est maladroit, il a par exemple une pensée automatique qui fonctionne malgré lui, il porte jugement, il se projette, il interfère avec le dire, avec le propos du patient, lequel patient à ce moment-là en est troublé, opère des blocages, ne reviendra peut-être plus d'ici un bon moment sur l'événement qui était intéressant. Il y a des mécanismes de défense qu'on connaît tous en psychologie qui vont se mettre en place, dont un des premiers est la résistance. Ça va faire un barrage. Donc c'est pas évident que de faire ce métier d'écoute, c'est-à-dire de pouvoir assurer à la personne que l'on écoute qu'on ne va pas interférer avec sa mémoire autobiographique. Parce qu'au moment où elle s'exprime, il y a un petit peu tout qui jaillit, des sensations, des émotions, des croyances. Donc si on la juge en plus, ses croyances vont se renforcer, etc. Donc c'est très important que l'écoutant soit capable de garantir qu'il ne va pas faire du mal avec son écoute. C'est bien de permettre à une personne de s'ouvrir, mais voilà, en retour, si tout se passe bien, il va jouer comme un accordéon de piano. Il y a une corde qui fait un mauvais son, on en parle, et dans cette parole et dans cet échange, quelque chose se réaccorde à l'intérieur de la personne. Le recodage dans la mémoire émotionnelle, ça se recode. Quand on parle d'un événement, il faut le faire souvent plusieurs fois, quand on parle d'un événement, par exemple un événement traumatique, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ben déjà, la sensation de déplaisir va diminuer, la pensée verbale, elle a été balayée, elle va devenir une pensée, elle va se transformer par une pensée plus scientifique. Il s'est effectivement passé ça, ça et ça, sans déformation, sans généralisation, etc. Et les émotions sont recalées, deviennent appropriées. Et la distance temporelle va se mettre. Je suis capable de savoir, oui, j'ai vécu ça. À cette époque-là, j'avais éprouvé cela. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire, aujourd'hui, même si j'évoque la scène, elle ne me fait plus les effets qu'elle faisait. Et c'est pire quand c'est de la mémoire oubliée, parce qu'à ce moment-là, ça passe sous la porte, les mémoires oubliées. Ma pensée verbale peut être non perçue, mes films visuels oubliés, ben, il n'empêche que le moteur continue de fonctionner. Et donc, en situation, ça communique des états d'âme, si vous voulez, qui impulsent des comportements éventuellement non adéquats. Quand on fait cette révision, eh bien, on va se retrouver dans le calme. Voilà la petite histoire. Alors, à ce stade, j'en ai fini avec cette conférence pour la première partie, en tout cas. Et je vais donc compter sur vous pour me poser vos questions et que j'essaye d'y répondre. Si en même temps, je vous ai emmené dans un voyage avec mon schéma.